Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Tournée hivernale de gros véhicules électriques. Selon le porte-parole de l'AVEC, les véhicules électriques chinois finiront par arriver. Nouvelle borne de 400 kW installée par Philgo et première borne Flow Ultra de 320 kW installée à la Malbaie. Honda aimerait travailler avec des partenaires locaux. Le PDG de Ford annonce le retour des prolongateurs d'autonomie. Toronto vote à 20 contre 4 pour exclure temporairement les véhicules Tesla d'un programme d'incitatif. Il n'y a pas juste des voitures, on parle des skidoo électriques de BRP. Le verre à moitié plein, on parle du dernier rapport de l'ICCT. Et en grande entrevue, on parle avec un propriétaire du Cybertruck. Tu vois tellement... Même mes garçons, ils ont fait comme... Ce que j'aime, c'est que tu vois beaucoup plus parce que le windshield est tellement énorme. Bienvenue à l'épisode 191 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. On dirait que l'hiver a décidé d'arriver à la fin de l'hiver. On a eu un drôle d'hiver, puis là, tout d'un coup, il neige, il fait froid. Bon, écoutez, c'est comme ça que ça se passe. On le prend l'hiver quand il se présente. J'en profite pour saluer tous nos nouveaux auditeurs. On en a de plus en plus et j'ai recommencé. Là, j'ai toujours beaucoup de conférences à ce temps-ci de l'année. Mois de janvier, février, mars, avril, c'est des grosses périodes pour les conférences un peu partout au Québec. Et j'ai de plus en plus d'auditeurs qui s'ajoutent suite à ces conférences-là. Donc, j'en profite pour vous dire bienvenue. Et puis, gênez-vous surtout pas pour interagir avec nous. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à martin@silenceonroule.com ou encore, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale numérique. Allez sur notre site web, silenceonroule.com. Il y a un petit bouton boîte vocale à droite. Là. Vous cliquez là-dessus et puis vous allez pouvoir nous laisser votre message vocal et on va tenter d'y répondre, que ce soit dans un prochain épisode ou directement là, par courriel ou autre moyen par la suite. Écoutez, moi, dans la dernière semaine, j'étais du convoi organisé par Mobilité électrique Canada qui a fait une tournée avec des véhicules, des camions et des véhicules lourds. On est parti de la région de Montréal. On est allé jusqu'au Saguenay. Jusqu'à Saint-Félicien, en fait, au Saguenay. Et puis, on est revenu, là, puis on a terminé notre périple au Palais des Congrès pour ExpoCam, la grosse exposition là, du monde du camionnage qui avait lieu là-bas. Donc, un périple qui a duré 2 jours et demi, où on était une délégation, là, une dizaine de véhicules, entre 10-12 véhicules, en fait. Il y en avait de toutes les sortes. On avait même un véhicule classe 7 avec nous. L'idée était de démontrer que même au Québec, avec nos longues distances, même avec un temps froid, et Dieu sait qu'il a fait froid, là, il faisait moins 25 un matin. Il n'y a aucun problème de se promener avec des véhicules électriques, même des véhicules lourds au Québec. Donc, on l'a démontré, évidemment. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ça. Merci à Mobilité électrique Canada d'avoir organisé l'exercice. Ça a été super intéressant à vivre. Et aujourd'hui, on a un épisode fort intéressant à vous présenter. On a une chronique, il n'y a pas juste des voitures, on va parler de motoneige électrique, les motos de BRP. Daniel Rochefort va nous faire une excellente chronique, encore une fois, où il nous parle du dernier rapport de l'ICCT. Si vous ne connaissez pas l'ICCT, c'est le International Council on Clean Transportation. Et l'ICCT là, a sorti un rapport avec beaucoup d'informations qui nous démontrent à quel point c'est une bonne chose, cette transition énergétique-là qu'on fait. En fait, ça nous incite là, à redoubler d'ardeur dans cette direction. En grande entrevue, on parle du Cybertruck de Tesla. On a un propriétaire de Cybertruck avec nous. Mon Dieu, on dirait qu'aujourd'hui, quand on dit Tesla, on a un petit malaise. On a peur que les gens perçoivent mal la chose. Écoutez, on essaie, silence on roule, de ne pas trop faire de politique, même si c'est un peu difficile compte tenu que le PDG de Tesla a décidé de s'embarquer, et c'est le moins que l'on puisse dire, à 2 pieds dans la politique. Donc, j'essaie de faire la différence entre l'homme, l'entreprise et les produits. Donc, le produit, le Cybertruck, demeure un produit intéressant pour ceux qui aiment ce type de véhicule. Je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde, mais pour ceux que c'est le véhicule pour eux, je pense que c'est intéressant d'entendre parler un propriétaire qui va vous dire ce qu'il aime et ce qu'il aime moins de ce véhicule-là. Donc, on a un propriétaire qui est là pour nous en parler en grande entrevue aujourd'hui.
Donc, je vous rappelle, si vous aimez notre balado, si vous aimez ça, là, nous écouter et que c'est quelque chose que vous faites sur une base régulière et que vous n'avez pas encore laissé un petit mot pour nous encourager, je l'ai dit tantôt, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale. Vous pouvez également aller sur soit Spotify, Apple Podcast, je ne sais pas sur quelle plateforme vous nous écoutez, et nous mettre un petit commentaire ou un petit étoile, un petit 5 étoiles là, pour dire que vous aimez le podcast. Évidemment, ces plateformes-là, plus il y a de gens qui se manifestent positivement, mais plus la plateforme va mettre de l'avant le podcast en question. Donc, vous nous aidez à nous faire connaître et par le fait même à faire connaître la mobilité électrique. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Selon Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques, malgré les tarifs douaniers de 100%, les véhicules électriques chinois finiront par entrer sur le marché nord-américain. La Chine est déjà présente via l'exportation de pièces et de modèles comme la Tesla Model 3. En Europe, les marques chinoises pratiquent des prix élevés pour maximiser leurs produits tout en restant compétitives. Comme les Japonais d'autrefois, les Chinois pourraient implanter leur usine en Amérique du Nord pour contourner les taxes. Leap Motor assemble déjà en Pologne pour éviter les droits de douane et profiter des subventions. Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques du Québec craint à la disparition de l'industrie nord-américaine face à la montée des constructeurs chinois. Il prédit une crise similaire à celle de 2008 avec une centaine de marques chinoises prêtes à inonder le marché. La municipalité de Saint-Siméon a décidé de ne pas soutenir, pour le moment tout de moins, la demande de Tesla visant à accélérer l'installation de bornes de recharge sur son territoire. Cette décision s'inscrit dans un contexte marqué par des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Selon le maire de Saint-Siméon, Sylvain Tremblay, l'entreprise américaine sollicitait un appui municipal dans des démarches auprès d'Hydro-Québec afin d'accélérer le processus. La situation est actuellement délicate et nous ne sommes pas pressés, explique-t-il. L'une des principales demandes de Tesla concerne l'installation d'un réseau électrique triphasé indispensable au bon fonctionnement des équipements de recharge. Toutefois, le maire précise que ce n'est pas un projet abandonné. Je ne vais pas empêcher Tesla d'installer des bornes car c'est l'entreprise qui en assume les coûts et si la municipalité devait financer les infrastructures, nous aurions opposé un refus, souligne-t-il. Il rappelle également que les bornes en question ne sont pas exclusivement destinées aux véhicules de marque Tesla, mais sont compatibles maintenant avec l'ensemble des véhicules électriques ou presque. Philgo, le leader québécois du transport et de la distribution d'énergie, inaugure aujourd'hui la toute première borne de recharge à 400 kW d'ABB e-Mobility pour les véhicules électriques au Québec. Cette borne est en mesure de délivrer la puissance la plus importante disponible à ce jour dans cette province sur un seul pistolet de recharge, soit 400 kW. Elle redéfinit les standards de recharge rapide et est désormais disponible à la station Philgo Shell Marcel-Villeneuve. Toujours dans la même vague d'idées, les conducteurs de véhicules électriques peuvent désormais profiter d'une recharge ultra rapide directement à la Malbaie, le circuit électrique qui exploite un réseau de plus de 5200 bornes publiques au Québec et dans l'Est de l'Ontario, a annoncé l'installation de la toute première borne Flow Ultra de niveau 3 dans la région. Elle est située au centre de Charlevoix et elle comporte une borne de dernière génération qui propose 2 ports de recharge indépendants offrant chacun une puissance de 160 kW. Grâce à cette technologie avancée, il est possible de recharger
recharger jusqu'à 80% de la batterie de la plupart des véhicules électriques en une quinzaine de minutes seulement. Dans le mois à venir, le circuit électrique prévoit optimiser cette infrastructure en permettant de combler la puissance et de les combiner ensemble pour avoir une puissance totale sur un seul pistolet pouvant aller jusqu'à 320 kW. L'entreprise Honda souhaite travailler avec des partenaires locaux canadiens, que ce soit dans la construction, le génie civil, le transport ou la gestion de l'eau. Nous avons de nombreuses entreprises ici qui peuvent répondre à cette demande, explique Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, au journal Le Devoir. Honda a déjà identifié une trentaine d'entreprises québécoises potentielles, précise M. Bolduc. La société d'État a facilité la mise en relation entre le donneur d'ordre et les fournisseurs de services. Il s'agit d'un projet majeur dont l'écosystème d'affaires québécois peut bénéficier, selon M. Bolduc. Il y a 1 an, Honda a annoncé son intention de construire une usine de batterie pour véhicules électriques à côté de son usine d'assemblage à Alliston, en Ontario. Cette usine sera également équipée pour produire des véhicules entièrement électriques. Le coût total du projet est estimé à 15 milliards de dollars. Le PDG de Ford, Jim Farley, connu pour son franc-parler, a profité d'une récente occasion pour partager plusieurs annonces marquantes. Parmi celles-ci, une déclaration a particulièrement retenu l'attention. La marque américaine travaille activement sur des groupes motopropulseurs à prolongateur d'autonomie pour ses gros VUS et camionnettes. Cette approche est similaire à celle adoptée par Ram avec son futur modèle Ram Charger et par Scout, la division tout-terrain électrique de Volkswagen, qui planche également sur des véhicules électriques dotés de cette technologie. Selon Jim Farley, le segment de véhicules hybrides représente une opportunité stratégique majeure et Ford entend donc proposer plusieurs solutions allant des hybrides classiques aux hybrides rechargeables en passant par des groupes motopropulseurs électriques avec prolongateurs d'autonomie. Le conseil municipal de Toronto a récemment voté en faveur d'une motion présentée par la mairesse Olivia Chow visant à exclure temporairement les véhicules Tesla d'un programme d'incitatif pour véhicules électriques. Cette décision fait suite à la menace de tarifs douaniers sur les produits canadiens annoncée par le président américain Donald Trump, un allié d'Elon Musk, cofondateur de Tesla. La motion a été adoptée sur une majorité significative de 20 voix contre 4. En vertu de cette nouvelle mesure, les véhicules Tesla ne seront plus admissibles au programme municipal qui suspend les frais de permis jusqu'en 2029 pour les chauffeurs de taxi et de voiturage utilisant des véhicules zéro émission comme ceux d'Uber. Interrogée sur les motivations de cette motion, la mairesse Chow a simplement indiqué que la marque Tesla est très populaire. Les conseillers municipaux doivent encore se prononcer officiellement pour cette motion mardi après-midi, mais le conseil municipal, la conseillère municipale, dis-je, Diana Sachs, a exprimé une opinion plus tranchée, affirmant qu'Elon Musk, par son association avec Trump, cause des dommages considérables à Toronto et au Canada. Elle a ajouté qu'elle ne serait pas surprise de voir le conseil municipal refuser de continuer à enrichir Musk. Une décision qui fait jaser et qui demande mûre réflexion. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Cette semaine, je suis allé essayer les skidoo électriques et j'ai rencontré Vincent Deschênes de BRP qui nous explique un peu la genèse des motoneiges électriques. En fait, BRP a des aspirations vers l'électrique depuis quelques temps et puis on veut être une référence éventuellement pour les véhicules récréatifs électriques. Puis, en fait, oui, on est très réputé pour avoir des produits à haute sensation, mais on croyait aussi avoir une opportunité avec nos motoneiges électriques, en introduisant des motoneiges électriques, d'offrir une toute nouvelle expérience, en fait, des sports hivernaux motorisés. Puis, pour Skidoo, en fait, Skidoo chez BRP, c'est une marque qui est très bien établie, avec un réseau de concessionnaires très fort, qui connaissent bien notre produit. Donc, c'était une bonne porte d'entrée pour nous en tant que tel. Parce qu'on a un très bon partenariat avec nos concessionnaires. Donc, on savait que
qu'avec Ski-Doo, on avait une opportunité qui était très bien pour entrer dans le marché électrique. Puis, par la suite, ça nous a permis aussi de lancer nos motos électriques en deuxième phase. Donc, on a fait les premiers pas avec les motoneiges, puis ensuite les motos. Donc, on aspire éventuellement à offrir d'autres produits, comme qui a été annoncé, sans nécessairement avoir un timeline défini, mais ça va venir éventuellement. Là, on a il y a 2 produits qui existent chez BRP. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, c'est quoi les deux produits de motoneige électrique que vous avez là, cette année? Là? Oui, en fait, le premier modèle qui a été lancé, c'était à l'année modèle 2024, donc le Grand Touring électrique, qui était vraiment dédié à un usage pour des tours guidés. Donc, plus, disons, le marché touristique pour les gens qui n'ont pas nécessairement déjà fait de la motoneige, mais qui veulent expérimenter des activités hivernales sous une différente forme. Donc, c'est vraiment des motoneiges faites pour être sur un sentier damé avec un circuit de courte distance. Donc, c'est des motoneiges qui ont une autonomie jusqu'à 50 km de distance. Donc, c'est des motoneiges aussi qui sont très faciles à conduire pour les personnes non initiées, avec une limite de vitesse jusqu'à 40 km/h pour les participants. Puis le guide touristique, lui, peut avoir une clé spéciale avec une limite de 60 km/h. Donc, pour pouvoir gérer un peu mieux son groupe en cas de pépin. Fait que, c'était le but du Grand Touring électrique. C'était réservé aussi à nos centres d'expérience BRP pour la première année. Puis la deuxième année, en 2025, on a voulu offrir un deuxième modèle, plus versatile, qui pourrait permettre d'atteindre des clientèles différentes, tout autant des clientèles plus commerciales, exemple des centres de ski. Ça peut être aussi quelqu'un sur une ferme. En fait, c'est des motoneiges qui peuvent circuler dans un cadre plutôt restreint par leur autonomie. Donc, l'expédition, lui, a 30 km d'autonomie. Mais par contre, c'est des modèles aussi qu'on offre à un client finaux. Donc, un client peut se présenter en concession pour se procurer une expédition électrique. Donc, c'est une machine un petit peu plus versatile qui permet de sortir un peu des sentiers battus, contrairement au Grand Touring où est-ce qu'on conseille grandement de rester dans les sentiers battus. Donc, c'est une motoneige qui a une chenille avec un peu plus de traction, des skis avec plus de flottaison, donc qui permettent une plus grande versatilité. On peut même tirer une charge avec. Pas nécessairement des motoneiges faire du point A au point B. On dit du point A au point A, plus en tant que tel. C'est des motoneiges qui vont relativement tout le temps revenir à leur point de départ. Et puis, je pense qu'une chose qui est importante aussi de mentionner à propos de nos motoneiges électriques, c'est qu'on ne vise pas nécessairement, en fait, je ne dis pas nécessairement, mais on vise quasiment pas du tout la clientèle régulière, le client qui est habitué de faire des longues journées là, de 8 heures de motoneige ou les clients qui vont aller faire le tour de la Gaspésie, etc., qui vont faire du 300-400 km par jour. C'est définitivement pas la clientèle visée. Et au niveau de la recharge, on parle de quoi exactement? Oui, en fait, le 10-80%, 10%-80% se passe en 1h30 environ. Et puis le 0-100 en moins de 3 heures. Pour ce qui est en tant que tel, de ce qui est nécessaire, en fait, on peut aussi se charger avec un chargeur niveau 2, donc le même type qu'on retrouve sur l'automobile, aussi disponible en niveau 1, mais bien sûr, ça va augmenter le temps de recharge. Donc, les chiffres que je t'ai donnés, c'est vraiment avec le niveau 2 standard. Eh bien, merci Vincent. Moi, de mon côté, j'ai fait l'essai des 2 modèles de Ski-Doo électrique cette semaine. Je dois vous dire que j'ai grandement apprécié le silence des 2 motoneiges. C'est vraiment la chose qu'on remarque le plus quand on essaye une motoneige électrique. Là, c'est le silence comparé à un même modèle du côté des véhicules à essence. Au niveau de l'autonomie, on n'est pas à des grosses autonomies. Par contre, dans l'usage qui est dédié pour ces véhicules-là, qui sont des véhicules pour utiliser en environnement clos comme un centre de ski, une érablière ou une ferme, l'autonomie, c'est pas vraiment
un obstacle. Et puis, ça permet d'avoir un véhicule électrique au niveau de la motoneige. Et puis, vous vous demandez combien ça coûte une expédition électrique de Ski-Doo. Eh bien, c'est 22 434 avec transport et préparation inclus. Eh bien, c'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à la prochaine car il n'y a pas juste des voitures. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. La plupart des chroniqueurs automobiles et quiconque s'intéresse aux voitures vous le diront, je pense, il n'y a aucun véhicule dans l'histoire de l'humanité qui a créé autant d'engouement, de réactions positives ou de stupéfaction face à un véhicule. Et je parle évidemment du Cybertruck. Aujourd'hui, pour parler du Cybertruck, j'ai avec moi un nouveau propriétaire de Cybertruck, Pascal Taillefer. Bonjour, Pascal. Allô. Écoute, vous n'êtes pas encore nombreux, mais vous êtes de plus en plus nombreux, puis vous venez pour la plupart d'avoir votre véhicule dans les dernières semaines, là, derniers mois, c'est tout nouveau, tout beau. Comment tu trouves ça à date, rouler en Cybertruck? C'est vraiment... ça n'a aucun sens ce que je vis depuis 2 semaines. Là. Puis tu es habitué de rouler en Tesla, c'est pas ta première Tesla. Ouais. Fait que c'est pas la technologie, tu sais, mettons l'écran, les fonctionnalités, tout ça, c'est la conduite là, du Cybertruck. Dans le fond, j'ai eu une Tesla en 2018. Je m'avais acheté une Model 3 Long Range. Ouais. Mon cousin était venu chez moi avec une Bolt, puis c'est la première fois que je connaissais le monde électrique. Je connaissais absolument rien en 2018, je te dirais, là-dessus. Puis il est venu chez moi avec ça, puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'électrique. Ouais. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire des recherches un peu plus poussées, puis là, j'ai découvert Tesla, évidemment. Okay. Puis les gens qui me connaissent me qualifient de pas mal avant-gardiste. Là. À chaque fois que j'achète de quoi, c'est tout le temps, genre, mettons, j'ai été une des premières personnes qui a acheté un iPhone, mettons, quand ça a sorti. T'aimes les gadgets. Ouais, mettons, la technologie, ça me définit pas mal, je te dirais. Travailles-tu dans ce domaine-là, sans donner de détails? Là? Non, pas du tout. T'es juste quelqu'un qui s'intéresse. Oui, exact. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai vu que Tesla était vraiment les pionniers de... Ben, en tout cas, sans dire que c'est les meilleurs, mais moi, maintenant, je suis peut-être plus objectif, mais... ils sont en tête de peloton, c'est clair. Exact, exact. En termes de vente, en termes de technologie, ils ont leurs qualités et leurs défauts comme tous les fabricants, mais il faut quand même avoir l'honnêteté d'admettre qu'ils sont en avance dans bien des domaines. Fait que j'ai acheté une 2019, à l'époque, une Long Range, une Model 3, puis je l'ai eu pendant 3 ans. Puis je l'ai vendu par après parce que j'ai commandé le Cybertruck en 2019 lors de le lancement, le fameux lancement. Ouais. Exact. La première journée du lancement, dans le fond, j'avais écouté ça avec mon gars live, puis là, j'ai fait comme « wow ». Mais honnêtement, je t'avoue, que même si je suis pas objectif, puis que Tesla, c'est comme je suis vraiment accro à la marque. La première fois que j'ai vu Cybertruck, on connaît tout Elon Musk, puis on fait comme « c'est une joke ». Là. C'est pas, il va arriver avec un autre camion après, ça n'a pas de sens comment il est vraiment bizarre, même, je te dirais, pas super esthétique. Mais je te dirais qu'il y a comme un processus avec ce camion-là. Au début, la première fois que tu le vois, tu fais comme il est bien laid. Mais après ça, tu fais comme il est spécial, ça se différencie des autres. Ouais. Puis à un moment donné, puis quand tu le vois en vrai, c'est totalement différent de ce que tu vois en photo. Tu vois pas le 3D. Ouais, le feeling est différent, effectivement. Là, puis, tu sais, là, évidemment, tu es arrivé avec, tu es stationné dans le stationnement ici, je l'ai vu, puis j'ai fait comme la première console, puis je l'avais déjà vu en vrai, remarque bien, là, mais
quand on le voit dans notre propre environnement, dans notre stationnement, je fais comme, c'est massif. C'est massif. C'est une pièce, c'est toute une pièce. Comment c'est la conduite avec ça? Parce que c'est gros, là. C'est pas mal plus gros que ce que tu es habitué de conduire comme véhicule avant. Ça prend-tu une période d'adaptation ou ça... Ben, honnêtement, le braquage, les roues arrière, ils tournent, quand tu tournes, mettons, vers la droite, les roues arrière vont tourner vers la gauche. Tu sais que tu as le différentiel, mais la direction aux 4 roues. Ouais. Puis ça, c'est génial. Mais ça a quand même une petite période d'adaptation au début, là, les premiers tours que tu vas faire avec un pick-up. Si tu es habitué de rouler avec un pick-up normal, le braquage est vraiment plus intense que à cause que il y a juste les roues d'en avant qui tournent, pas celles d'en arrière, normalement. Exact. Ouais. Puis ça, c'est vraiment positif. Là. Tu vas faire un U-turn, mettons, que tu ne ferais jamais avec un pick-up normal. Là. Puis, en tout cas, c'est vraiment génial. Puis il y a le steer-by-wire aussi, que je ne sais pas si ça te dit. Explique-le pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, les véhicules normaux ont comme une colonne de direction qui est attachée aux roues à l'avant pour faire tourner tes roues. Ouais. Puis le steer-by-wire par Tesla, dans le fond, juste le Cybertruck qui a ça, c'est un signal électrique qui envoie aux roues de tourner. Fait que c'est en fonction de ta vitesse que tu vas, si, mettons, tu roules vite sur l'autoroute, ben il va juste tourner un petit peu, mais si tu roules lentement, quand tu roules genre dans un parking slow, ben les roues vont tourner vraiment plus. Autrement dit, là, si je résume ce que tu me dis, c'est si je tourne le volant de 10 degrés, en fonction de la vitesse à laquelle je roule, les roues vont tourner plus ou moins pour le même 10 degrés en fonction de la vitesse. Exact. Normalement, tu vas faire un U-turn, mettons, tu vas tourner ton volant genre 2 fois quasiment pour arriver au bout de... Mais le Cybertruck, tu veux faire comme un demi-tour max. Là. Fait que c'est vraiment géré électroniquement. Ouais, OK, c'est nouveau comme technologie. Pour le reste, dans le véhicule, pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur, on a le même look épuré qu'on retrouve dans une Tesla 3, c'est-à-dire tu as le volant, puis tu as l'écran, puis c'est à peu près tout. Oui, c'est vraiment la même chose que les autres Tesla. Puis c'est un peu comme les nouvelles Model 3 qui ont sorti. Tu as une bande de lumière, une LED tout le tour du véhicule à l'intérieur. Là, tu peux changer de couleur. Le mettre sur le drive ou mettre sur le reculon, c'est à partir de l'écran. La même chose que la nouvelle Model 3. Ben, en fait, la Plaid aussi, ben, la Model S. Ouais. Model X aussi, c'est comme ça. Dans le fond, ils regroupent. Je pense que la nouvelle Model Y va être comme ça aussi. Ils enlèvent les petits bras des vieux modèles. Ouais. Ils font tout en sorte que tout se contrôle par l'écran. L'écran du Cybertruck est un petit peu plus grosse que les autres. Quand j'ai retourné dans ma Model 3 après, parce que j'ai une Model 3 aussi, puis je l'ai gardée. Puis quand ça faisait comme 2 semaines, je me promenais avec le truck. Quand j'ai retourné dans mon char, je te dirais que... Tu trouvais l'écran petit? Il y a quand même une bonne différence. Puis surtout, tu es assis... la conduite, c'est complètement autre chose. La 3, tu es assis très bas dans ce véhicule. Tu es assis bas. Le Cybertruck est tellement haut. Une conduite de camion. Il y a vraiment une différence que quand tu switches d'un véhicule à l'autre. Ah, c'est clair. La vue, parce que... quand on le voit dans la photo, en tout cas, là, ce qui nous frappe, c'est l'espèce de shape triangle, un peu, je te dirais, du véhicule. Donc, la vitre, autant en arrière qu'en avant, sont très inclinées. Exact. La qualité de la vue, ta vision quand tu es assis, qu'est-ce que ça a l'air? C'est incroyable. Tu vois tellement... Même mes garçons, ils ont fait comme... Ce que j'aime, c'est que tu vois beaucoup plus parce que le windshield est tellement énorme. C'est sûr que tu as des bonnes colonnes quand même, ces côtés, là, mais honnêtement, ça ne cache pas. Tu as vraiment une visibilité très, très bonne. À l'arrière, c'est moins parce que, évidemment, si tu fermes le bed, le tonneau qu'ils appellent, tu ne vois plus avec le miroir physique à l'intérieur, mais ils te mettent un miroir à l'écran. Tu as une caméra en arrière, c'est ça qui te permet de voir. Exact, qui fait office de miroir. Puis tu vois bien, mais mettons, quand des fois tu veux regarder faire ton angle mort, ben là, tu vois pas nécessairement. Il faut vraiment que tu te fies à tes miroirs. Là. OK. Ben, j'imagine que c'est. Moi, j'ai jamais vraiment eu de pick-up avant celui-là, mais j'imagine que ceux qui se promènent en pick-up, ils ont quand même cette contrainte-là. Bien sûr. Puis là tu as des vrais miroirs physiques sur le côté du véhicule. On se rappelle que quand ils l'avaient lancé, même au début, il n'y avait même pas de miroir. Toi, tu as fait par caméra, là, mais là, il y a vraiment des miroirs. Puis ils ont fait triangle pour donner le look, maintenir le look. Ouais. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités technologiques que tu as dans le Cybertruck que tu n'avais pas dans la Tesla Model 3, des trucs qu'ils ont mis pour le Cybertruck que tu n'as pas dans les Tesla Model 3? Vite de même, comme je disais tantôt, le steer-by-wire. Avec la colonne de direction, évidemment, tu n'as pas ça dans les autres véhicules.
la caméra avant, tu as un windshield washer pour nettoyer ta caméra juste avec un bouton. Okay. Ils l'ont pas mis en arrière. Je trouve ça un petit peu ordinaire. Au prix que ça coûte, il me semble qu'il aurait pu mettre les deux au moins. Surtout qu'en arrière, tu t'en sers pratiquement plus qu'en avant. Mais je pense que c'était plus simple pour eux autres, vu que le réservoir était à l'avant, c'était peut-être facile de le faire. Hein. Mais ceux qui se promènent en Tesla, ils doivent savoir qu'à chaque fois qu'il y a l'hiver, il faut que tu sortes de ton véhicule, nettoyer ta caméra avec ton pouce. Puis, il n'y a pas juste Tesla. Il y a bien des modèles d'auto que c'est comme ça. Hein, c'est pas propre à Tesla. Si on regarde l'autonomie de ce véhicule-là, donc toi, tu es dans les premiers, donc les modèles, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons de Cybertruck qui vont être disponibles. Pour le moment, si je ne me trompe pas, c'était juste les fondations. C'est lequel que tu as, toi? Moi, c'est ils appellent ça le Cyber Beast. Ouais. C'est 3 moteurs, 2 moteurs à l'arrière, un moteur à l'avant. Pareil comme la Plaid, dans le fond, la modèle S-Plaid. Il y a aussi, il se fait en 2 moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. C'est quand même 4 roues motrices aussi, un peu comme une Model 3 long range, mettons. C'est ça. Donc, les gens qui veulent s'en acheter un, là, qui en prennent possession, on va dire, dans les prochains jours, c'est les deux que tu viens de nous décrire, donc le Cyber Beast puis le 2 moteurs, sont disponibles les deux ou c'est juste des Cyber Beast? Oui, en ce moment, c'est les deux qui sont disponibles. Il y a aussi le modèle 1 moteur qui va peut-être être disponible éventuellement. Ils l'ont annoncé au début, depuis le tout début, en fait. Mais pour l'instant, ils ne le fabriquent pas. Là. Mais c'est ça, je pense. Puis en ce moment, si tu t'achètes un Cybertruck, il faut que tu achète le modèle, ils appellent ça Foundation. Ouais. Foundation vient avec un genre de 30 000 $ d'options de plus. Tu as des lumières sur le dessus. Ils disent que ça éclaire genre 5 terrains de football. Je ne l'ai pas encore, ils ne l'ont pas reçu, mais éventuellement, ils vont le recevoir et ils vont me l'installer. Il vient avec... Donc, juste pour comprendre, c'est des spots qui se rajoutent par-dessus le véhicule? Oui, exactement. En haut du triangle, si on peut dire. Là, ils vont être installés là. Puis ça l'éclaire. Tu n'as pas le droit, évidemment, d'utiliser ça sur la route. Non, bien entendu. Mais c'est pour faire du off-road, mettons, puis tu veux éclairer vraiment... fort et large. Là. Exact. Ouais. Fait qu'il va y avoir ça de plus qui vient avec le modèle Foundation. Il y a l'autopilote FSD qu'on appelle Full, à vie. Ça, fait que tu as ça, là. Oui, je l'ai. Ben, je ne l'ai pas eu. Dans le fond, les propriétaires de Cybertruck qui l'ont eu la première semaine, on attendait comme la mise à jour. Mais là, je l'ai eu tout récemment. Là. OK. Je l'ai downloadé. Puis tu l'avais sur ta... Ouais, je l'avais. Fait que tu es habitué avec. C'est ça. Tu disais que tu aimais les technologies tantôt. Fait que j'ai compris. Honnêtement, j'ai acheté mon pas juste pour ça, mais ça me fascinait. Là. Je voulais vraiment tester ça. Ouais, OK. Puis j'ai choisi une long range à l'époque parce que c'est les performances. Là. Les performances. Au début, je voulais acheter une de base. Là. Ils appelaient ça Standard Plus, je pense, dans ce temps-là. Puis quand j'ai essayé la long range, j'ai fait non, c'est ça que ça me prend. C'est vraiment trop puissant. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, depuis que j'ai le Cybertruck, la long range, je trouve qu'elle est lente. Là, oui, le Cyber Beast, là, surtout. C'est sûr que là, mais parlons-en. Donc, sur ton Cybertruck, la batterie que tu as là-dedans, quoi comme autonomie? Et dans le fond, le Cyber Beast, eux autres, ils disent que c'est 480 km à peu près. Mais je ne suis pas un expert, là, mais j'ai lu que quand tu es sur l'autoroute, il va utiliser juste 2 moteurs au lieu de 3. Je ne suis pas sûr si c'est vrai, là, mais pour économiser, dans le fond, il n'y a pas besoin d'avoir 3 moteurs, à moins que tu écrases l'accélérateur au fond. Là, il va utiliser ces 3 moteurs, mais sinon, pour économiser de l'énergie, il va juste utiliser 2 moteurs. Fait que tu te retrouves à être un peu comme parce que le 2 moteurs, c'est 515 km d'autonomie. Fait que moi, j'ai pris celui-là pareil parce que je voulais les performances. Là. Puis quand tu es habitué dans le monde de Tesla avec les superchargeurs et tout ça, quand même que... C'est parce qu'au début, il disait qu'il était pour avoir 800 km d'autonomie, puis même 900. Puis finalement, ça a été plus bas. Puis le monde n'était pas content de ça, ça. Mais quand tu es habitué, à moins que tu habites en région et qu'il n'y a pas de superchargeur, là, mais quand tu es habitué avec... qu'il y a beaucoup de chargeurs partout, puis ça prend pas de temps, surtout que le Cybertruck il est éligible les V4, là, le 350 kWh de vitesse. Fait qu'ils disent que genre 15-20 minutes, c'est full, avec une batterie de 123 kW, là, c'est quand même impressionnant.
C'est sûr que les V4, tu vas me dire, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, là, mais non, mais il y en aura. Il y en aura, puis exact. tu vas être capable de les utiliser. Donc, les performances à date là, de recharge sont excellentes. Est-ce que tu l'as chargé sur une V4 à date? Non, pas encore. Encore, juste sur des V3. Ouais. Ça allait bien. Ouais. Si tu compares avec ta... Ben, c'est sûr que c'est un peu plus long, puisque, en la plus... batterie est plus grosse. La batterie est plus grosse, puis aussi, Tesla, quand tu charges avec quelqu'un qui est juste à côté de toi, moi, quand j'étais allé, il était pas mal... Fait que là, tu partageais la puissance avec... Exact. Fait que là, ça a été comme pas mal plus long, là, mais en général, même chez moi, je trouve que c'est, mettons, peut-être 2-3 heures de plus, là. Mettons, à basse vitesse, là, si on peut dire. Sur, je sais pas c'est quoi la vitesse de... Je pense que c'est du 32 ampères que j'ai chez moi. Là. OK, fait que même ta borne niveau 2, c'est pas une borne niveau 2 rapide, là, parce que dans le cas de Tesla, tu peux monter... à 48. Jusqu'à 48. Moi, j'ai pas une borne Tesla, j'ai juste le chargeur mobile, qu'on peut dire. Ouais. Puis, honnêtement, je trouvais que c'était en masse pour moi, parce que l'avantage de cette borne-là, ce que je trouvais, c'est que tu peux l'emporter, mettons, au camping, ou tu peux la traîner avec toi, tandis que l'autre est fixe à ta maison. Je veux t'amener ailleurs. Écoute, quand on achète une voiture comme ça, puis tu l'as dit tantôt, là, le look, évidemment, il n'y a rien qui se compare à ça. Ça ressemble à rien qu'on connaît. On fait tourner des têtes. Là. Comment tu gères? Puis on se connaît pas beaucoup. Tu es venu ici pour l'entrevue. Tu es quelqu'un de relativement gêné, je dirais. Je peux me permettre de dire ça. Ouais. Et Simonac, tu n'as pas choisi le char, passé inaperçu, mon ami. Hein? Tu dois avoir des discussions souvent avec ça. Comment tu gères ça? Ben, honnêtement, c'est ça. C'est sûr que je m'en attendais, là, que ça soit, que je me fasse regarder. Mais tu sais, comme on se disait tantôt, les gens, il y en a qui connaissent même pas ça, ils savent même pas c'est quoi. Tu sais, moi, ça fait 5 ans que je regarde les specs. Nous autres, on sait que ça s'en vient. Notre cerveau a imprimé cette image-là, mais il y a plein de gens dans la population qui savent même pas que ça existe. Quand ils en croisent un pour la première fois, ils savaient même pas que ça existait. Fait que les autres, ils font le saut solide, là. Ouais. Puis tu sais, tu t'en vas quelque part, mettons, juste dans ma région, je m'en vais, je sais pas, au dépanneur ou au restaurant. Là, évidemment, tu rencontres des gens, puis ils viennent te parler, puis tout ça, mais tu y retournes dans une heure, là, c'est d'autres gens. Là. Fait que ça arrête ça pas. n'a pas de fin. Là. Ouais. Puis tu sais, tu finis de jaser, puis tu sais, moi, je suis quand même assez... oui, je suis quelqu'un de gêné, puis tout ça, mais je suis quand même assez sociable, puis ça me fait plaisir de leur montrer les features du camion, puis tout ça. Tu sais, c'est trippant, mais quand t'es un enfant de même. Je suis fier de mon camion, puis tu sais, j'aime ça. Les gens sont vraiment intrigués, tu sais, ils veulent voir c'est quoi, puis tout ça, puis... Je lui ai fait même des rides, là, des gens que je connais même pas. Là, puis là, après ça, ben, j'ai fini avec lui. Il y en a un autre qui se rajoute. Là, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui l'a vu. Là, fait qu'il il vient se rajouter. Là, à un moment donné, j'ai comme pas le choix de dire OK, ben là, je m'excuse, il faut que je m'en aille parce que c'est fou. Là, ça l'arrête jamais. Là. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis on se le cachera pas, là. C'est très polarisant comme véhicule. Il y en a qui adorent. Puis tu l'as dit, notre perception évolue quand on le voit au début. On se dit, c'est un peu weird. Puis à un moment donné, on finit par le trouver beau. Là. Mais il y a du monde qui sont très polarisés. Il y a du monde qui trouvent ça laid, qui ne comprennent pas. Mais ça, là, j'en ai rencontré des gens comme ça, là, jusqu'à temps que ils l'essayent ou qu'ils voient les... Parce qu'il faut comprendre aussi que le métal qu'ils utilisent pour faire le Cybertruck, c'est un métal qui est tellement robuste que tu peux pas courber. Tu peux juste le plier. Fait que quand tu comprends un peu le pourquoi de... Pourquoi il est fait comme ça? La contrainte qu'ils ont eue, parce que les autres, c'était ça, se sont dit, nous autres, on veut faire un pick-up qui est vraiment robuste. Là. Fait qu'ils ont dit, on veut utiliser... J'avais lu à un moment donné sur le site Internet, c'est s'il y avait un métal plus résistant que ça sur la planète, on l'utiliserait. Là. C'est comme il n'y avait rien de... Peut-être de quoi de vraiment, vraiment, vraiment dispendieux, plus résistant que ça, mais que ça soit comme faisable à vendre. En tout cas. Puis déjà que c'est pas un véhicule qui est donné. Là. Juste pour nous donner une idée, là, les modèles qui sont disponibles actuellement, ça joue dans quelle palette de prix? Là? Dans le fond, le 2 moteurs, c'est 138 000 plus les taxes. Puis le modèle Cyberbeast, c'est 168 000 plus les taxes. OK, fait que c'est pas, on va se le dire, c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus, là, quand on s'en va dans ce moi, ça faisait 5 ans que je l'attendais, fait que ça fait 5 ans que j'économisais pour ça. Là, puis puis écoute, loin de moi l'idée de porter le jugement de valeur. Mais puis, dis-moi si je me trompe, t'es pas quelqu'un qui l'a acheté parce que t'as besoin d'un truck comme ça dans la vie de tous les jours? Absolument pas besoin de ça. C'est vraiment le trip technologique d'avoir ce champ. Ben, en fait, au début, je l'avais acheté, parce que j'ai une Model 3 que j'ai gardée, puis je me suis dit, je vais louer ma Model 3 sur Turo, mettons, pour un peu aider à... Payer l'autre. Ouais. Puis
Fait que là, dans le fond, ma Model 3 en ce moment, j'ai une 2023 que j'ai. Je m'avais une 2018 à l'époque. Mais là, t'es rendu avec une 2023. Moi, je me suis racheté une 2023. Puis, c'est ça, j'ai mis ça là sur Turo. Puis éventuellement, peut-être mettre le camion sur Turo aussi, mais en ce moment, au Québec, Turo, ils n'acceptent pas les Cybertrucks. Là. J'avais fait la demande. Puis ils disent que c'est juste aux BCs, là, aux Colombie-Britanniques, mais éventuellement, ça va sûrement s'en venir. Fait que peut-être que je vais... Des personnes de confiance, mettons, je vais peut-être les louer, mais à la base, j'ai pas acheté ça pour ça. Là. C'est juste mon véhicule personnel parce que je suis un tripeux de Tesla. Oui, tout à fait. Puis, ouais, exact. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis tantôt. Là, on a parlé vraiment de l'intérieur puis de la technologie, mais la boîte en arrière, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parle-nous donc de ce qu'il y a là-dedans là, quand tu dois pouvoir stocker du stock, puis il y a de l'électricité, je pense, de disponible. Oui, exact. Tu en as une aussi prise à l'intérieur, dans le coffre. Hein, tu as une prise de 110. Oui, que tu peux plugger un appareil électrique ordinaire. C'est pas du 12 volts, là, c'est du 120 volts. Oui, tu peux brancher une TV, mettons, à l'intérieur. Puis à l'extérieur, tu en as 2 autres, plus du 220, pour, mettons, faire office de génératrice, mettons. OK. Puis aussi, j'ai oublié de te le dire tantôt, mais le modèle Foundation, il donne aussi le PowerShare qui vient avec. Ça vaut genre 3500$ cette affaire-là. Puis tu peux charger ta maison pendant 3 jours. Un peu comme je pense que le F-150, il faisait ça aussi. Oui. C'est vraiment... Oui, mais les capacités du Cybertruck sont vraiment out of this world. Là. Je connais des électriciens qui ont regardé les spécifications du Cybertruck et qui ont fait comme très intéressant. Ouais. on est ailleurs. Pour répondre à ta question dans la boîte, la boîte est électrique évidemment, fait qu'il n'y a pas rien de manuel à installer pour, mettons, tu veux barrer ton stock qui est à l'intérieur, tu fais juste peser sur un bouton, ça se ferme automatiquement, puis ça se rétracte, même chose pour l'ouvrir. Puis ta boîte, la tailgate qu'on appelle en arrière, va s'ouvrir aussi électriquement, évidemment. Puis c'est une boîte de pick-up 6 pieds par 4 pieds, je pense, là, je ne suis pas trop sûr. Là. Puis aussi, il y a un storage au fond que tu peux ouvrir et mettre du stock plus creux. Bon, vraiment intéressant. Écoute, Pascal, je ne te cache pas que notre prochaine étape, quand on va finir l'entrevue, ça va être d'aller voir ça, d'aller voir ça de plus proche. Normalement, je termine l'entrevue en disant, fort de toute cette information, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu regrettes ton achat? Je pense que je ne te poserai même pas la question parce que je pense que ça ne sert à rien. Hein? Effectivement. Écoute, Pascal, je te remercie beaucoup d'avoir donné du temps aujourd'hui, puis on va voir ça. Merci de l'invitation. Merci. Ciao. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulon électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonelectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Bonjour. Cette semaine, je vous parle du tout dernier rapport de ICCT, sorti le 13 janvier 2025. C'est tout chaud. Ça tombe bien alors qu'on a eu le mois de janvier le plus chaud de l'histoire.
Peut-être pas au Québec, là, mais on parle de l'ensemble de la planète. Là. Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein. Aujourd'hui donc, je vous parle d'un rapport important de l'organisation ICCT, le International Council on Clean Transportation. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le ICCT, me direz-vous? Mon père disait ça. Salut, papa. Le ICCT, c'est une organisation scientifique créée en 2005 dont l'objectif, c'est de promouvoir des politiques de transport propre et durable. Ça réunit des chercheurs de partout autour du monde, dans beaucoup de disciplines. Le ICCT, c'est reconnu pour des rapports techniques détaillés, des analyses des tendances mondiales, des recommandations politiques fondées sur des données probantes, des analyses de cycle de vie. C'est des rapports qui ont de l'influence auprès des gouvernements, auprès des entreprises, puis auprès des parties prenantes dans le domaine du transport. OK, je vous l'accorde, là. Les titres de leurs études sont parfois un peu longs, ça manque de punch, là. Le titre du présent rapport, là, c'est « Vision 2050, mise à jour sur la transition mondiale vers les véhicules zéro émission en 2024 ». Et les scientifiques n'ont pas le tour pour des titres accrocheurs des fois. Mais le contenu, lui, il est super important. C'est une véritable mine d'informations, en fait. Je vous mets le lien dans la page du balado si vous voulez le consulter. Pour faire court, ce rapport-là, c'est une compilation mondiale de pratiquement tous les règlements nationaux adoptés dans les dernières années en matière d'électrification des transports routiers. Par exemple, la norme BZE canadienne, qui vise à vendre que des voitures électriques en 2035. Aussi, on y trouve tous les règlements de réduction de consommation de carburant. On compile aussi les engagements faits pour aller plus loin. Par exemple, au Canada, la volonté d'obliger l'électrification du transport lourd, qui n'est pas encore inscrite dans la réglementation, là, mais qui a été nommée officiellement par le gouvernement. À partir de cette compilation d'engagements et de règlements, le rapport d'ICCT calcule les effets d'ici 2050 en matière de transport routier, en matière de réduction de la consommation de carburant, en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre, en matière de changement climatique. Ce rapport-là, il arrive à point nommé pour nos politiciens canadiens qui pourraient être tentés ces jours-ci de ralentir les efforts là, dans le contexte politique actuel. Ce rapport-là aussi, il pourrait s'adresser à nos politiciens québécois pour leur dire qu'il faut tenir bon, il faut rien lâcher, il faut conserver nos engagements à interdire la vente de véhicules à essence en 2035. En gros, là, ce que ça dit, c'est que si on veut pas dépasser les limites planétaires en termes de catastrophes climatiques, ça passe obligatoirement par le maintien et le respect des engagements que les pays du monde ont pris dans les dernières années en matière d'électrification. Je dis bien, là, obligatoirement. Parce qu'en fait, là, le rapport ICCT, il montre aussi que, avec les engagements déjà pris pour électrifier, on va faire juste la première moitié de la job. C'est donc pas le temps de reculer là, ou de remettre ça plus tard, là, comme le demandent les pauvres constructeurs automobiles qui trouvent ça trop cher, qui trouvent qu'on n'est pas prêt, qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge, que c'est donc pas juste les méchants Chinois qui sont capables de faire des véhicules moins chers que nous. Non. Au contraire, là, pour limiter les dégâts causés par les changements climatiques, il va même falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir aller encore plus loin que les engagements déjà pris. Les engagements déjà pris là, par les pays du monde, c'est juste le strict minimum, c'est la moitié du chemin. Plus concrètement, je vous lance quelques chiffres tirés du rapport. Les émissions du transport routier, c'est le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète. C'est 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Eh bien, les règlements d'électrification qui ont été adoptés, là, qui ont force de loi, là, qui ont été adoptés entre 2021 et 2024, là, depuis 3 ans, là, et qui sont listés dans le rapport ICCT, là, mais s'ils sont tenus, ces engagements-là, ils vont permettre pour la première fois
d'assister à une diminution des émissions du transport routier à partir de cette année, à partir de 2025. Là. On serait pour la première fois en décroissance de la consommation de carburant. Bien sûr, ça va dépendre de si les Américains réussissent à tenir leur président pro-pétrole en laisse, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, selon les calculs de ICCT, si on maintient le cap d'ici 2050, juste les règlements d'électrification que le monde a pris dans les 3 dernières années, là, ça va être l'équivalent de retirer de la circulation 380 millions de voitures à essence en 25 ans. C'est assez substantiel là, quand on sait qu'il roule actuellement un peu plus de 1 milliard de voitures sur les routes du globe et que ce nombre-là, il croît chaque année. Là. Donc, c'est l'équivalent de retirer, dans les 25 prochaines années, un peu plus qu'une voiture à essence sur 3 du nombre actuel. Et si on ajoute à ça les ambitions nationales, c'est-à-dire les engagements qui n'ont pas encore force de loi, là, mais qui ont été mentionnés, là, ce serait comme retirer plus de 600 millions de voitures de la circulation à travers le monde. Et là, comme je vous disais, on ferait la moitié du chemin là, pour remplir la part d'effort qui doit être fait en matière de transport routier à travers le monde si on veut respecter le seuil de réchauffement planétaire qu'on a fixé à 2 degrés lors de la COP de Paris. Donc, j'en conclurai que ce rapport-là de ICCT, il nous dit à nous, les Canadiens, les Québécois, premièrement, il ne faut pas reculer sur l'électrification des transports. Deuxièmement, il faut s'arranger pour maintenir les incitatifs financiers à l'achat de véhicules électriques et maintenir les investissements dans les infrastructures de recharge dans le but de maintenir la cadence, là, malgré les bâtons que va probablement nous mettre dans les roues l'administration états-unienne. Troisièmement, par extension, j'irais jusqu'à dire que pour maintenir la cadence de l'électrification, il faudrait peut-être s'ouvrir au marché européen et asiatique de véhicules électriques pour garantir un approvisionnement en véhicules abordables et technologiquement avancés. Du moins, si les constructeurs d'ici s'entêtent à nous offrir que des véhicules trop chers pour le consommateur moyen. Des fois, la concurrence, ben, ça fait son petit effet. Hein? Et pour finir, ça c'est moi qui parle, là, pas le rapport ICCT, je dirais qu'il ne faudrait pas avoir peur de continuer d'investir dans la filière technologique de la production de batteries puis de la production de véhicules électriques. Parce que la révolution électrique, ça ne fait que commencer. Hein? Faut se positionner au Québec puis au Canada comme des acteurs de classe mondiale dans le marché grandissant des véhicules électriques pour pas prendre de retard technologique, là. Contrairement à ce qui risque d'arriver au sud de la frontière dans les 4 prochaines années là, sous le gouvernement d'Elon Musk. Là. Je veux plutôt dire de Donald Trump. Là. Et vous comprenez, là? C'était le verre à moitié plein. Il n'en tient qu'à nous de le remplir ou de le vider, ce verre-là. Au revoir. Quoi? Elon Trump, Donald Musk, c'est pareil au même, non? Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Au niveau des événements, il y a l'AVEC qui se recharge au Salon international de l'Auto de Québec. C'est du 3 au 9 mars 2025 au Centre des foires de Québec sur le boulevard Wilfrid Hamel. Au niveau des conférences, Silence on roule donne une grande quantité de conférences. Donc, dans l'ordre, le 20 février à la Bibliothèque municipale de Saint-Rémy à 19h. Ensuite, le 13 mars, 19h30 à la salle Evelyne Meloche au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville à Saint-Louis-de-Gonzague. Le 18 mars 2025, 19h à la bibliothèque de Vendée à Amherst. Le 30 mars à 14h à Beaconsfield à la bibliothèque de Beaconsfield. Le 8 avril à 10h à Sherbrooke, c'est un événement privé pour l'AREC, le 22 avril à 19h à la bibliothèque de Châteauguay, ainsi que le 7 mai 19h à la bibliothèque de Sorel-Tracy. Ce sont des conférences d'initiation à la voiture électrique que j'aurai la grande joie d'offrir.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Pascal Taillefer, Philippe Corbeil ainsi que Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier ainsi que Stéphane Levert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-François Lardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, dis-je, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, ainsi que Roulon électrique et l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.